Je fais partie d'une nouvelle génération. Des aveugles qui bougent, qui circulent, qui travaillent. Le coup du pauvre aveugle, c'est fini, dépassé. Quand je voyage, je paie mon billet avec l'argent que je gagne. J'ai un métier. Dans les transports, je me débrouille assez bien parce que j'ai appris à me déplacer seule. J'ai suivi des cours. Ça me donne beaucoup d'autonomie. Mais il y a des endroits que j'évite si possible. Trop d'obstacles, pas de repères, la vraie galère. Des aménagements? Oui, mais le moins possible de trucs pour aveugles. J'ai envie de m'intégrer, pas d'être un support publicitaire avec du braille partout. Quand c'est bien conçu, on n'a pas besoin d'aménagement spécifique. Les gens ne savent pas comment on fonctionne. Par définition, ça ne se voit pas. La clé, c'est dans la conception, pas en rajoutant des gadgets. Par exemple, si je traverse un carrefour sans problème, vous pouvez être sûr que personne d'autre n'aura d'accident. Ce qui est bon pour nous, c'est encore meilleur pour les autres. Des solutions? On en a. Tellement simples. Vous ne voyez pas clair dans ce domaine? Nous, si. Forcément, on s'y confronte tous les jours. On va essayer de vous expliquer. D'abord, avec ceux qui voient encore un peu. On les appelle des amblyopes. Amblyope et transport en commun. Être malvoyant, amblyope, ne veut pas dire trouver l'excellente paire de lunettes qui compense le peu d'acuité visuelle. L'appareillage est souvent inesthétique, inefficace pour une vision en cours de déplacement. Ou trop encombrant, comme ce dispositif de grossissement. Avec la place des Vosges, voici des trucages qui schématisent quelques amputations du champ visuel. L'artifice du montage ne rend pas compte de l'agilité du cerveau à reconstituer l'ambiance et les acteurs. Ici, on remarque la végétation. L'eau, une tache blanche. Cela permet de reconstituer l'essentiel du paysage. Même s'il y manquait un signe. Avec cette vision tubulaire, une exploration par balayage ne permet pas de retrouver l'atmosphère de cette vue trop douce. Démonstration insolite. Qui pourrait deviner ciel ou eau? Et ces deux canards dans une mare. Hypersensibilité à la lumière ou vision floue complique le problème. Ainsi, des images trop chargées, compliquées ou ternes ne laissent aucune chance à celui qui voit mal. Il lui faut en bonne lumière, contraste, forme et géométrie simple. Sécurité. En déplacement, l'accident est souvent prévisible. Cette insignifiante bande blanche d'abribus, ou celle-ci, ce banc trop discret n'élimine pas la transparence du mur de verre. Remplaçons-les par des formes simples, comme ce plan utile à tous. Ou ce panneau publicitaire. Des rectangles rouges ou des pastilles en ambiance claire. D'épaisses bandes blanches sur les portes du TGV Atlantique favorisent la sécurité. Autre danger, ces miroirs, qui n'existent pas avant l'impact. Ainsi, reflet, transparence,
ou ton sur ton, comme ces composteurs, doivent être neutralisés. Cette barrière symbolise l'utilisation du contraste pour y remédier. Sans pingrerie comme cet accordéon dont le ridicule peut blesser. Une bonne note pour cette protection plus moderne ou pour la bande blanche du nez de quai qui évite bien des accidents. Les services. Ce qui est inutile aux voyageurs, comme ces portes de service, ne doit pas attirer son attention. Mais se confondre avec le mur dans une même nuance. Ce qui reste de la vision de l'amblyope doit être disponible non pour glisser, hélas, sur ces portes d'accès quasi invisibles, mais s'accrocher sur cette belle réussite dont le contraste persiste portes ouvertes ou en faible éclairage. Cette variante est tout aussi efficace. Ici, un bandeau souligne l'opposition des couleurs. Lorsque l'ouverture n'est pas automatique, il convient d'encadrer le dispositif de commande, délicat à découvrir, par une alternance poignée, encadrement, porte, paroi. Ces corbeilles à papier expriment le même besoin. Celle qui possède en elle-même un contraste suffisant se remarque sur n'importe quelle paroi. Ce dernier modèle, jaune et noir, clair et sombre, est un succès. Ce guichet reflet, dont l'annonce de fermeture est imperceptible, démontre la nécessité d'une image forte, comme celle-ci. Ou comme ces distributeurs automatiques qui se repèrent de loin, même si leur utilisation pose problème. À ce sujet, le transporteur doit exiger du fabricant des mécanismes standardisés que chacun puisse utiliser, même en basse vision. Le voyageur malvoyant est révélateur des difficultés de tous. Le guidage. Souligner le cheminement par de larges bandes de contraste au sol ou au mur facilite le déplacement. Ces bandes lumineuses simples ou doubles orientent le voyageur. Les stries transversales placées ici trop tôt ne doivent être utilisées qu'en annonce de modification de parcours. Bandes de couleurs et bandes lumineuses peuvent s'ajouter pour renforcer le guidage. Pour les changements de direction, on peut utiliser la même technique, soit au plafond, soit au sol, soit aux deux. Une autre méthode consiste à contraster le début des intersections. La tache de couleur sur l'uniformité de la paroi indique un éventuel croisement. On remarque ici l'addition des procédés, couleur plus guidage au plafond. Une forte variation de teinte de la première et de la dernière marche est souhaitable. Mais le piétinement des usagers émousse trop vite l'effet de contraste. Au lieu d'assortir la teinte des rampes par souci d'esthétique,
il vaut mieux jouer sur la variation des couleurs pour marquer le changement de niveau. L'efficacité exige d'amorcer le ruban avant la descente. Le boa lumineux s'utilise de façon identique. En faible éclairage, la trace persiste. Même avec ce déficit visuel. En obscurité quasi totale, on imagine l'aide apportée aux malvoyants. La signalétique. Aussi beau soit-il, chaque maillon doit être identique pour constituer une chaîne signalétique et se reconnaître facilement. À Lille, Lyon, Marseille ou Paris, le voyageur doit trouver un signal standard qui le guide grâce à une même signification. Encore faut-il une performance minimale. Le panneau indicateur ne doit pas se confondre avec son environnement. Clair sur clair ou sombre sur sombre, le support de l'information disparaît. Première solution, le contraste est constitué par le panneau lui-même. Quel que soit le fond, la perception reste possible. Deuxième solution, munir le panneau d'un bandeau de teinte opposée qui persiste en achromatisme. Un code couleur doit être respecté. Sortie bleue ou verte, on s'y perd. Alarme rouge ou jaune, mais pas les deux. Il faut choisir. La compréhension doit être possible sans même avoir besoin de lire le texte. Lorsque le support, première information indispensable, est perçu, son contenu ne doit pas être masqué par des reflets, un éclat de soleil ou par un obstacle. Ici, le support est anti-reflet, mais le bandeau est trop mince. Enfin, l'entretien et la maintenance sont importants pour conserver ses qualités au signal. Support standard décelable et contenu lisible. La taille des caractères doit être en rapport avec la distance de lecture. Une approche doit être possible pour réduire cette distance. Sinon, la ligne à choisir est celle que nous pouvons tous lire de notre place. Les polices de caractères sont quasi innombrables et de valeurs de lecture variables. Les caractères Helvetica demi-bold semblent pertinents. Plus complexe à utiliser, la norme AFNOR permet de vérifier la lisibilité. Conclusion zoologique et mnémotechnique. Le caméléon rappelle l'inutile, qu'il faut dissimuler ton sur ton. Le zèbre rappelle le contraste, pour la sécurité, les services et la signalétique. Le boa rappelle le guidage, lumineux ou de couleur. Les colombes, pour insister sur une concertation entre transporteurs et voyageurs malvoyants, révélateur des difficultés de tous, donc utile aux autres. Et puis il arrive que la vue soit trop faible. Elle ne suffit plus. Et on a besoin d'autres informations pour que le voyage reste une belle aventure.
cécité et transport en commun. Pour comprendre ces voyageurs aveugles qui se déplacent seuls, il faut oublier leur outil, la canne blanche. Avec elle seule, le sol existe. Sans l'oreille et le cerveau, ce serait le vide. Un espace simple, géométrique, un mur ou une petite gare permettent à l'aveugle de se faire une représentation mentale de l'endroit où il se trouve, grâce à l'ambiance sonore, l'acoustique. Marcher au milieu de ce couloir est facile. Le plafond, les murs réverbèrent les sons et canalisent cette jeune femme dans un espace mentalement reconstitué. Par contre, se déplacer dans un univers trop vaste, torturé ou agressif ne donne aucun appui à l'oreille. Ce qui est courbe ou cercle est synonyme d'errance. Au Châtelet ne s'égarent pas que les aveugles. Pour un site à l'échelle humaine, un plan en relief obtenu par photocopie ou par thermoformage, dont voici la matrice, facilite la représentation mentale. Une condition évidente, ces plans doivent être individuels et transportables. D'autres informations mixtes, imprimées en braille et en noir, peuvent gommer la différence. Tel ce texte des droits de l'homme. Il faut savoir impérativement où les trouver, ou qu'ils tombent naturellement sous la main, comme le numéro d'étage de cette rampe d'escalier. Pour le pied, un guidage est parfois utile, à condition de ne pas être inconfortable à la marche, ni encombré d'obstacles, de ne pas gêner le maniement de la canne, de ne pas être une patinoire dangereuse pour tous, ni de se terminer par une chute potentielle. Sécurité vitale. Une chute sur la voie peut entraîner la mort. Le dispositif d'éveil de vigilance, bande grise en relief, sensible aux pieds et à la canne, avertit les voyageurs aveugles et les autres. C'est une alerte et non un guidage. La maintenance du produit doit être stricte, à une dalle près. Autre danger, l'espace entre deux rames, perçu à l'oreille comme une porte ouverte. Si la canne évite souvent l'accident, réduire l'espace, mieux le combler par un soufflet, élimine tout risque. Descendre à l'arrêt côté voie parce que la porte n'est pas verrouillée, c'est être happé par un autre train avant même de poser le pied au sol. À Lille, le quai du métro est séparé des voies par un mur en verre. Il ne s'ouvre que quand une rame se présente. Nul ne risque plus sa vie. Les escaliers, quant à eux, sont peu dangereux à une condition élémentaire. Le sol doit être lisse et non pas rugueux pour que la canne soit utilisée normalement. C'est le glissement de l'embout qui permet de percevoir le nez de marche. Les obstacles dangereux. Observons ici le second rôle détecteur de la canne.
Une perception par l'extrémité donne une bonne distance de freinage. Plus haut se situe le contact, plus proche est l'obstacle. À partir de 1 mètre et au-dessus, la canne est inefficace. L'obstacle n'est perçu qu'à l'impact du corps. Lorsque le visage est menacé par un panneau suspendu ou par un escalier, les blessures sont graves. Pour y remédier, une simple barrière, adoubée à 30 cm du sol, une paroi discrète, un jardinet entouré d'un muret, ou une fontaine montre la multiplicité des solutions sans nuire à l'esthétique. Autres obstacles, les téléphones suspendus ou sur pied, fleurs carnivores d'une vie sans soleil. Ces différents modèles sont tous aussi dangereux. Les placer hors du passage évite l'impact. Cela profite autant à l'ensemble des voyageurs qu'à celui qui ne voit pas. Le recoin protège la conversation et le visage de l'aveugle ne risque plus rien. Les pancartes sur pied sont autant d'écueils. Leur débord est perçu trop tard. Ici, un modèle moins tranchant, mais encore contondant. Il faut les remplacer par des panneaux sans débord, détectables à la canne, et placés hors du trajet du piéton. Cette cruelle annonce de travaux à venir, où ce panneau sont à éliminer. Comme ces pancartes baladeuses, au profit de ce modèle inoffensif. L'utilisation d'un socle protège d'un choc éventuel et permet de s'asseoir. Les angles aigus de ce bureau d'information deviennent ici bienveillants, sans limiter l'imagination créatrice. Plus simplement, cet obstacle dangereux peut venir s'intégrer dans ce meuble inoffensif. Les obstacles gênants. Cet obstacle n'est que gênant. Mais l'encombrement, l'envahissement des zones piétonnes, la forêt artificielle, la plantation sauvage, la chaîne aux pieds, le désordre, la tôle quand on longe les murs, le hachoir à viande, c'est trop. On leur préfère l'espace de liberté, la circulation aisée, le regroupement du mobilier, la protection élémentaire et le mur de verre au lieu des barreaux. Aveugle, on n'a rien contre l'image. Mais les haut-parleurs mal réglés ou un orchestre démoniaque sont comme des phares dans les yeux. L'oreille doit être libre d'entendre les bruits utiles comme une information verbale. Saint-Germain, Odéon. Les bruits utiles.
Ils permettent d'atteindre les composteurs grâce à leur claquement qui les différencie des portes pneumatiques. Localiser la porte d'une rame pour y accéder. Être averti d'un escalier. Trouver l'escalator, dont la canne confirme la présence. L'acoustique. Plus que tous ces bruits actifs, l'oreille de l'aveugle perçoit toutes les variations acoustiques. Cette salle, plafond haut à une extrémité, plafond bas à l'autre, permet une orientation dans l'espace. Suivre ce mur à distance, puis détecter la modification d'ambiance sonore provoquée par ce décrochement, ou par celui-ci, même sans utilisateur, est facile pour l'oreille exercée. On découvre un changement de direction. On analyse oreille-cerveau ce croisement grâce au décrochement et à l'abaissement de la voûte. Lorsqu'un faux plafond n'est pas envisageable, une modification de la texture change la sonorité. Là, une marquise révèle une entrée. Un abri est un repère précieux. De même, ces grilles, inexistantes à l'oreille, sont remplacées par un mur de verre audible qui permet une perception à distance. Ce mobilier urbain est perçu de loin. Il devient reconnaissable, donc utilisable par l'usager aveugle, sauf ambiguïté de fonction. Bus ou taxi. Cette géométrie simple, qui n'exclut pas la couleur, évite les chocs, sert de repère. Sans avoir à toucher des parois plus ou moins sales. Utilisation des services. Si l'acoustique résout en partie l'accessibilité, si les bruits actifs aident le voyageur aveugle, bien des situations de handicap subsistent, tel ce guichet fermé, ou le sens d'accès de ces composteurs, comme ces billetteries réservées à ceux qui voient, ou ces distributeurs d'argent qui excluent le dialogue humain, tel le manque de standardisation ou l'inversion des commandes. Mieux connaître le handicap et ses techniques palliatives, c'est savoir que cette poignée est introuvable et que celle-ci est accessible. Conclusion. Le voyageur aveugle n'est que le révélateur du confort, de l'inconfort et du danger pour tous les autres voyageurs. L'aider, c'est d'abord aider les autres, sans sacrifier l'esthétique, avec une architecture qui réintègre l'acoustique.
Ce film a été réalisé avec le support logistique de l'association Paul et Liliane Guinaud. Avec la participation par ordre alphabétique de la Fondation de France, le Lions Club de Villejuif, Val-de-Bièvre, Matra Transport, la RATP et la SNCF. Pour obtenir la cassette vidéo Voyage en clair-obscur, écrire à l'association Paul Guinaud, 24 26 boulevard Chastenay de Géry, 94 800 Villejuif, ou téléphoner au 47 26 40 85. Les textes ont été lus par Christine Snabre et Bernard Meur. Merci aux jeunes aveugles et amblyopes qui nous ont aidés.